Bonjour à toutes et à tous. Dans la continuité de la 26e édition de la Semaine québécoise des personnes handicapées, je suis particulièrement heureuse de vous accueillir à ce webinaire du CCPH, donc portant sur l'accompagnement pour le maintien en emploi des personnes et travailleurs en situation de handicap. Donc, je m'appelle Pascal Chanou et je coordonne le comité consultatif personnes handicapées. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un forum multipartenarial qui joue un rôle aviseur auprès du gouvernement du Québec en matière de politique publique d'emploi à l'égard des personnes handicapées. Alors, je veux bien sûr souhaiter la cordiale bienvenue à mes trois invités, Stéphanie, Julien, Gilbert. Merci d'avoir accepté de contribuer à ce webinaire. C'est vraiment déjà extrêmement apprécié. Alors, je vous explique très rapidement comment le webinaire va se dérouler. Je vais converser une quinzaine de minutes avec chacune et chacun de mes invités et s'en suivra ensuite une période de questions d'un quart d'heure à peu près. Alors, quelques éléments avant de commencer le webinaire. Comme vous l'avez constaté, le webinaire va être enregistré. Mais bon, je ne pense pas qu'il y ait d'enjeu particulier pour vous. Là, vos caméras, généralement, ainsi que vos micros, seront fermés. Nous avons aussi deux interprètes LSQ. Alors, bonjour Simon et bonjour Nathalie tout à l'heure. Merci de nous accompagner dans cette activité. Et pour la période de questions, sauf exception, je vous demanderai de fonctionner avec la fenêtre questions que vous avez dans votre écran, donc par écrit. Si des personnes, par hasard, ne peuvent pas le faire, à ce moment-là, on passera à une question plus verbale, mais ça sera vraiment exceptionnel. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez commencer à poser vos questions déjà par écrit. Alors, je vous propose qu'on démarre. Je suis très heureuse tout d'abord de commencer avec Stéphanie Lévesque. Donc, bonjour Stéphanie à nouveau. Bonjour à tous. Bon. Je vais commencer par te présenter très rapidement, très succinctement. Donc, titulaire d'un baccalauréat en psychoéducation, tu possèdes des expériences qui t'ont amené à travailler auprès de gens de différents âges et ayant diverses difficultés d'adaptation. Après avoir longtemps fait de l'accompagnement pour le retour aux études, tu te consacres désormais à accompagner les gens dans leur réinsertion sociale, particulièrement, bien sûr, via l'emploi. Et évidemment, ce dernier étant un élément clé pour retrouver sa place dans la société. Et pour toi, cela se traduit notamment par une présence et des interventions directes dans les milieux de travail, puis c'est de ça dont tu vas nous parler. Alors, avec toi, on va aborder, Stéphanie, la question du maintien en emploi au niveau de l'entrée en fonction. En quoi la question de l'intégration durable se joue finalement pour le nouveau ou la nouvelle travailleur en situation de handicap dès l'arrivée dans le milieu de travail. Mais est-ce que tu peux d'abord présenter très rapidement ton organisme? Oui, bien en fait, je travaille pour Intégration Travail Laurentide, qui est un service spécialisé en main-d'œuvre, partenaire de Services Québec. Donc, on existe déjà depuis un bon moment. Là, on parle de 35 ans. On couvre tout de même 9 MRC de Mont-Laurier aller jusqu'à Montréal. Donc, c'est pour vous donner une idée un petit peu de la grandeur du territoire. Puis, on est aussi membre du ROSEF, qui est le regroupement des organismes pour personnes handicapées. Donc, on s'assure, au fond, d'être ensemble au bon moment, à la bonne place, parce que c'est un petit peu notre philosophie de milieu là, auquel on tient. D'accord, merci. Oui. À quel besoin, donc, tu es agent d'intégration? Ce n'est pas une fonction que tout le monde connaît, donc on veut savoir qu'est-ce que ça mange en hiver, un agent d'intégration, une agente d'intégration. Donc, pourquoi cette fonction-là, elle a été créée à un moment donné dans vos organismes et dans votre réseau, puis notamment à quel besoin, plus particulièrement des employeurs, parce que c'est aussi beaucoup notre public, mais bien sûr également des personnes en situation de handicap, ça a apporté une réponse qui n'existait pas avant ou qui n'est
n'était pas peut-être nécessaire? En fait, c'était dans un rôle d'accompagnement. C'était de voir comment on pouvait accompagner nos gens. Et ça, concrètement, dans les milieux de travail de façon plus intensive, puis sachant aussi de pouvoir augmenter la fréquence. Donc, c'est vraiment dans un rôle côte à côte, en présence milieu. C'est aussi tout l'aspect où ce que l'agent d'intégration, au fil du temps, connaît ses milieux de travail. Donc, il apprend à connaître non seulement les défis des clients, mais développe des connaissances au niveau des milieux de travail qu'il dessert. Donc, il peut être aussi un plus pour un employeur où ce qu'on va toujours chercher là, à répondre aux besoins clients puis aux attentes de l'employeur en compromis qui va nous emmener en fait au succès là, du maintien en emploi à plus long terme. D'accord. Oui. Donc, du côté des employeurs, tu me parlais aussi, quand on s'était rencontrés, de décharger quelque part, derrière la notion d'accompagnement. Je pense que tu pourrais peut-être développer cet aspect-là davantage. Oui, tout à fait, parce que dès le départ, on est bien conscient, surtout dans les derniers mois, tout le monde on a vécu bien des choses. Donc, les employeurs ont peu de temps. Cherchent une certaine efficacité pour pouvoir intégrer nos gens. Donc, c'est sûr que le facteur temps, c'est quelque chose auquel qu'on est très alerte pour pouvoir maximiser en fait nos interventions en termes d'efficacité. Puis une des premières étapes, justement, ça va être beaucoup de la sensibilisation puis de la préparation à l'intégration. Donc, l'aspect, avant même d'être dans le milieu, l'agent d'intégration a une étape de préparation puis va sensibiliser l'employeur aux défis du client. D'accord. Donc, oui. Je trouve intéressant ce que tu dis sur la connaissance des entreprises. Donc, on pense plutôt vos services du côté des individus, des personnes en situation de handicap. Mais là, l'agent d'intégration développe aussi une expertise. Dans quel type d'entreprise ou de secteur de façon complémentaire? Tu peux nous donner quelques exemples de la diversité un peu des secteurs des entreprises? Oui, diversité, je pense qu'en effet, c'est le bon mot. On se retrouve dans différents milieux, que ce soit sur des chaînes de production, donc en usine, en entrepôt, en restauration. J'ai même des gens que j'ai accompagnés là, qui étaient dans la comptabilité, des gens en secrétariat, on pourrait au niveau du domaine de la santé aussi, même en intervention à un moment donné. Tourisme, je ne sais pas si j'en oublie, là, de la mécanique automobile, un peu tous les domaines. Puis, fait cocasse, c'est que les agents d'intégration, on s'adapte à chacun des milieux. Donc, on se déguise aussi selon chacun des milieux. Donc, en restauration, je mets le filet. En usine, je mets les bottes en bout d'acier. Et voilà, on se promène. D'accord. Oui. La culture et les conditions de travail. Est-ce que tu peux nous donner, parce que les gens sont avides de ça d'une certaine manière, des exemples concrets d'intervention? Tu as commencé à le faire, nous parlant de la sensibilisation, préparation, mais admettons, donc tu as un nouvel employé en situation de handicap. C'est quoi la job concrète d'agent d'intégration que tu fais? En fait, au départ, il y a un mandat d'établi, c'est bien sûr avec le conseiller qui en fait le porteur de dossier, qui s'occupe de toute l'orientation du choix du type de milieu selon les affinités, les forces du client. Donc, une fois que ça s'est fait, il y a un mandat d'établi et on prépare l'entrée en emploi. Donc là, moi, déjà là, à cette étape-là, je suis impliquée pour en savoir un petit peu les rudiments, là, comment va se passer l'entrée. Et concrètement, première journée de travail, moi, je me suis assurée qu'il y ait 2 personnes ressources qui soient connues du client, qui sachent à qui s'adresser s'il y a des questions. Après ça, souvent, ce qu'on va faire, autre que la sensibilisation qui se poursuit là, tout le long du processus, parce que des fois, on a des questions des employeurs, des collègues, si je dis telle chose, comment je pourrais le dire pour pouvoir l'aider, ou etc. Donc là, se passe souvent une visite de milieu aussi pour être sûr qu'ils connaissent bien où sont chaque chose pour pouvoir sentir qu'il a bel et bien sa place. Donc, c'est sûr, les aires communes, savoir où est son casier, si ce n'est pas un casier, quel est l'espace de rangement, son horaire de travail. Aussi, nommer non seulement les tâches, mais éventuellement, on va les définir aussi de façon plus concrète dans les jours qui vont suivre aussi par un accompagnement vraiment côte à côte. Donc, puis c'est ça, là, comme je vous disais tantôt, sensibilisation puis le facteur temps, tout le long des premiers jours en emploi, c'est 2 mots-clés, je vous dirais que j'ai beaucoup en tête. M'assurer que le client
connaisse bien ses propres limites, mais aussi que l'employeur comprenne bien les limites du client. D'accord. Oui. Et est-ce que vous accompagnez, on parle d'accommodement, ben on va parler d'aménagement aussi, on peut le dire d'une manière plus large qu'accommodement, qui est un terme plus juridique, mais sur ce plan-là, c'est quoi l'accompagnement que vous offrez, Stéphanie, pour ça, cet aspect-là, Il peut y avoir éventuellement? différents types d'accompagnement. C'est sûr qu'avant même d'être concrètement dans le milieu, c'est quelque chose que je vais aller valider justement, savoir jusqu'où j'ai de la latitude dans le bien-être en fait du client. Là. Est-ce que c'est tout simplement, des fois ça peut être une petite présence d'une heure en termes de temps, des fois ça va être un peu plus long. Est-ce que c'est un accompagnement à distance ou est-ce que là ça peut être juste des appels pour faire un suivi? Est-ce que c'est vraiment un accompagnement plus de proximité? Donc, c'est-à-dire que je suis vraiment côte à côte avec le client ou des fois, ce qu'on dit dans notre jargon d'intervenant, on va dire de faire des spot checks. Donc là, je pars un bout avec lui, je le laisse seul, je reviens. Donc, il y a plusieurs types de types d'accompagnement, tout dépendant du besoin client, puis aussi toujours en compromis avec les attentes de l'employeur, puis la philosophie du milieu, puis ce qui est possible. Je peux peut-être donner un exemple aussi qui me revient. Dans des espaces restreints aussi, des fois, je me retrouve que même si je voudrais être là physiquement, ben peut-être que ce ne sera pas possible. Donc là, je vais utiliser d'autres façons de faire pour pouvoir prendre un temps avec le client, soit par le biais d'une rencontre ou des fois, ça peut être un Zoom en vidéoconférence. Il y a plein de possibilités. Là. On s'adapte, disons. Là. D'accord. Ouais. Du sur-mesure aussi à ce niveau-là en termes de format. Et le lien qu'on veut faire entre le fait que vous soyez présent avant et puis au tout début et peut-être un certain temps aussi au moment de l'entrée en fonction. Comment vous avez vu la valeur ajoutée de ce type d'intervention en lien avec le maintien en emploi, parce que c'est quand même le sujet du webinaire. Comment avec le bilan que vous en faites ou l'évaluation que vous en faites, Stéphanie? Bien, en fait, ce qui est ajouté, à mon avis, c'est un accès, un service adapté, en fait, aux besoins du client et des attentes de l'employeur. Donc, on adapte, on fait un petit peu du sur-mesure, comme vous disiez tantôt, où ce qu'on va vraiment, au fil du temps, on connaît notre client, on connaît le milieu, donc on adapte et on répond à un délai assez rapide aussi au niveau de l'intervention. Tout dépendant, c'est sûr que des fois, on doit émettre un ordre de priorité quand on a plusieurs demandes qui rentrent, mais on essaie toujours d'être, je vous dirais, à 24-48 heures au moins de faire un coup de téléphone et si nécessaire, une présence milieu. Donc, je pense que ça, c'est un élément important. On parle d'intensité, de fréquence aussi. C'est sûr que c'est un service, je pense que c'est là aussi qu'on se démarque. On arrive avec une certaine intensité si le besoin est là. Puis, on a beaucoup de partenariats aussi, j'ajouterais, avec la communauté qui est desservie, qu'on dessert, ce qu'on s'assure d'avoir des partenaires autour de nous aussi pour des gens, des fois, qui ont des plus grands besoins ou qui ont besoin d'autres types, en fait, de réponses qui doivent être données. Là. Je pense au CIS, je pense aux ressources communautaires, je pense des fois à des ressources d'aide alimentaire. Il y a plein de partenariats au fond là, autour de nous. Là. Oui. C'est important ce que tu dis là-dessus parce que les besoins peuvent être aussi divers et interférer avec le maintien en emploi. Donc, il y a comme tu es l'intervenant pivot qui assume aussi, facilite la réponse à ces besoins-là et qui vont avoir un impact peut-être, s'ils ne sont pas traités, sur le maintien en emploi. Donc ça, là, il y a quelque chose d'important d'après moi. Et puis, tu me parlais aussi de gens de plus en plus qui avaient de la comorbidité. Donc, ça veut dire aussi, ça peut être assez complexe. D'accord, parfait. Là, de façon très concrète, il y a des employeurs qui sont en train de nous écouter puis qui voudraient travailler, être accompagnés par une ou un agent d'intégration. Qu'est-ce que tu leur conseilles, Stéphanie, là-dessus? En fait, c'est de passer par notre numéro du bureau chef à Saint-Jérôme, donc 450-436-4024. Donc, vous allez à ce moment-là avoir notre réceptionniste du prénom de Francine ou sinon, ça va être Joanne ou Manon. Donc, on est rendu à 3 maintenant là, qui peuvent vous répondre et qui vont pouvoir référer là, aux bonnes personnes pour pouvoir ensuite que ça me parvienne, mais on essaie de le faire très rapide
Il n'y a pas de problème. Puis, si c'est des participants qui ne sont pas dans les Laurentides, comment eux, ils peuvent fonctionner? Bien, en fait, à ce moment-là, on va les référer vers le bon CEMO, parce que nous, on a beaucoup de petits frères et petites sœurs à travers la province qui font à peu près le même travail que nous. Les agents d'intégration aussi, il y en a beaucoup dans la province de plus en plus. C'est un projet qui est rodé, donc on va s'assurer de référer au bon CEMO. C'est ça, il y en a quasiment dans toutes les régions, hein, Stéphanie, d'après moi. D'accord, parfait. Très bien, merci Stéphanie. Ça fait plaisir. Donc, je propose maintenant j'ai le plaisir de t'accueillir, Julien. C'est à ton tour donc de te passer la parole. Bonjour à nouveau. Bonjour. Bon, je vais prendre 2 minutes aussi pour te présenter. Donc, tu travailles au sein de l'équipe de gestion de la réadaptation depuis plus de 9 ans, donc à Air Canada. Et notamment, tu t'assures du bon déroulement du processus d'accommodement dans les dossiers d'accident du travail, se résorbant bien sûr par des limitations fonctionnelles permanentes. Voilà. Et en mettant en place donc certaines conditions on va voir ensemble là, ton employeur a su bâtir une relation de confiance avec les différents intervenants dans ce domaine et ainsi conserver l'expérience au sein de l'entreprise, ce qui apparaît encore plus intéressant et pertinent, évidemment, dans le contexte de rareté de manœuvre dans lequel on est. Alors, donc, avec toi, Julien, on a parlé de l'intégration durable avec Stéphanie. Là, on va parler plus du retour au travail, de la réintégration au travail, du point de vue de l'employeur, d'un employeur. Donc, c'est quoi les situations les plus fréquentes à Air Canada que vous avez en matière de réintégration ou de retour au travail? Puis, est-ce que tu peux nous en présenter quelques-unes là? Bien sûr. Oui. Donc, en fait, souvent, à la fin du processus d'accident de travail de la CNSST, un agent de réadaptation va communiquer avec nous pour nous transmettre les limitations fonctionnelles permanentes. Et on doit, à ce moment-là, respecter la loi, n'est-ce pas? Et participer de bonne foi au processus avec le travailleur, avec les syndicats, avec la commission. Je m'occupe aussi, dans le fond, moi, je fais partie d'un service qui s'occupe du Québec, donc le service de gestion de la réadaptation, et j'en suis le chef de service. J'ai des employés donc que je supervise. Il y a aussi un bureau à Toronto et on ouvre un bureau à Vancouver. Donc, juste pour dire que notre compagnie est en pan-canadienne et on doit répondre aux exigences de chacune des provinces parce que ces régimes-là sont provinciaux. On a aussi, évidemment, l'invalidité qui ne résulte pas d'un accident de travail, mais pour laquelle on doit aussi suivre là, le même processus qui est l'obligation d'accommodement. Ça peut, Quand évidemment... tu parles d'invalidité, ça peut être quoi comme cause, Julien, par exemple? On peut avoir dans nos vies, si on ne se blesse pas sur la route avec la SAQ, si on ne se blesse pas au travail avec la CNSST, on peut aussi tomber dans nos escaliers chez nous. Et à ce moment-là, tout ça peut résulter, tout peut s'aggraver dans la vie et ça peut se résulter en invalidité. Les accidents larges de la vie, quoi. Exactement, juste la vie, c'est ça. Et donc, notre travail, évidemment, c'est sur le processus d'accommodement avec un autre, la finalité est la même, mais c'est le processus qui devient différent. Donc, on peut avoir des gens qui ne peuvent plus finalement effectuer l'emploi prélésionnel ou l'emploi qu'ils occupaient au moment de l'accident ou de l'événement. Et on doit regarder les possibilités d'accommodement, bien sûr, à l'intérieur du service, mais aller aussi plus large puis être créatif puis dans l'ouverture. De pouvoir regarder dans une compagnie pan-canadienne comme ça, même en invalidité normale, regarder même d'une côte à l'autre, carrément, là, de Vancouver à Montréal ou à Terre-Neuve. Et de pouvoir finalement là, regarder qu'est-ce qui respecterait les limitations fonctionnelles de cette personne-là, qui la garderait à l'emploi, dans un emploi qui est contributif, bien sûr, et qui, au niveau psychosocial, va lui amener un sentiment là, d'accomplissement là, pour pas juste placer les gens, n'est-ce pas, pour sauver des sous, ou les placer parce que c'est notre obligation. Donc, avoir vraiment une approche qui est un peu multidisciplinaire, puis on implique plusieurs intervenants dans tout ça. On va en parler. Oui. Est-ce que tu voudrais nous partager justement un peu le processus
mais peut-être aussi s'il y a des pratiques ou des outils qui te semblent intéressants à valoriser, là, à nous Oui. partager ce midi, bien sûr, ça sera bienvenu. Le premier outil, c'est la création d'un département comme la gestion de la réadaptation. On peut l'appeler comme on veut, mais d'avoir des gens dédiés finalement à ce processus-là avec une connaissance et de fournir les formations s'il le faut. La CNESST va nous fournir un agent de réadaptation, comme je disais plus tôt, qui va venir à l'emploi et c'est la commission qu'on doit convaincre lorsqu'il y a un accommodement. Nous, on peut décider qu'on va accommoder quelqu'un, le travailleur peut être d'accord, son syndicat ou son représentant peut être d'accord, le gestionnaire aussi, mais la commission va dire, ben non, ça ne fonctionne pas. Donc, ultimement, lorsque c'est un accident de travail, c'est la commission qui décide si la personne est capable de retourner à l'emploi ou pas. Lorsque ce sont des dossiers d'invalidité, on travaille avec les différents intervenants qui sont le syndicat, bien sûr. Toujours garder l'employé au centre des communications, c'est ça qui est important, qu'il se sente impliqué et valorisé dans ce processus-là, parce que c'est peut-être pas c'est pas une période agréable nécessairement pour quand on se fait dire qu'on peut plus faire telle ou telle chose et que là tout le monde s'en mêle et tout le monde finalement c'est notre condition de santé, mais l'employeur est là et tout le monde se partage cette information-là. Donc il faut vraiment le garder au centre du processus et garder la personne au courant. On se dote aussi, là, on a fait faire des études ergonomiques sur les capacités fonctionnelles nécessaires pour chaque corps de métier. Donc, ça nous aide un peu à pouvoir, et on a fait ça de concert avec le syndicat. Donc, il y avait les membres là, des employés du syndicat et de l'employeur, et on a mandaté donc une ergonome qui est venue faire le tour de tout, à peu près, presque tous les corps de métier pour nous faciliter la tâche un peu, de dire, bon, ben cette personne-là, elle doit faire de manière répétitive ou fréquente cette tâche-là et ça ne respecte pas. Est-ce qu'on peut accommoder? Qu'est-ce qu'on peut faire? Évidemment, on peut se doter dans chaque dossier. Si cette étude-là ne répond pas spécifiquement aux limitations que nous avons devant nous, ben à ce moment-là, on peut aussi mandater là, des ressources externes qui vont revenir et refaire cette étude-là spécifiquement, là, personnellement, là, pour ces travailleurs-là. Donc, en gros, c'est pas mal ça. La CSST et la CNESST, pardon, et on est en 2022, c'est la CNESST, est un partenaire. Et lorsque, comme je disais, c'est en invalidité, ben on a aussi tout un autre processus là, et on a nos études. Et on est quand même bien outillés là, présentement pour répondre à ces besoins-là. D'accord. Le processus que vous avez mis en place, global, Julien, c'est un processus qu'on retrouve partout ou bien c'est un processus qui est propre qui a une couleur de Air Canada d'une certaine manière, d'après toi? En fait, la loi étant la loi, tout le monde doit tout le monde doit s'y plier, bien sûr. Donc, pour ce volet-là, non. Par contre, qu'est-ce qui appartient à Canada? Je pense que c'est notre mentalité avec les années d'avoir été capable de bâtir une confiance avec les employés, les syndicats. Et lorsque on est dans ce type de réunion-là, tripartite, eh bien, ils savent très bien qu'on est de bonne foi et que notre objectif est de garder les membres de notre équipe là, à l'emploi. Fait que ça pourrait être propre à Air Canada. Sinon, évidemment, avec les années, si j'enlève la COVID, mettons, moi, ça fait 9 ans que j'exerce ces fonctions-là chez Air Canada et j'ai laissé partir seulement 2 personnes pour des raisons qui leur étaient propres, mais j'en ai gardé plus d'une centaine. Donc, on a vraiment, je pense que nos résultats parlent d'eux-mêmes. J'ai dit sauf la COVID parce qu'évidemment, un emploi doit être disponible et vous comprendrez que le transport et le tourisme a été frappé de plein fouet par la COVID et pendant un certain temps, je n'avais juste pas d'emploi qui était disponible. Non, je comprends. C'est un contexte vraiment, vraiment particulier. C'est ça. Tu parlais des outils, une évaluation ergonomique en termes d'exigences fonctionnelles. Puis, Oui. est-ce qu'il y a d'autres outils qui sont intéressants à présenter? Dans les outils, donc les limitations, bien sûr, les ressources certaines, les études, le processus, on a mis en place lorsque si on rencontre des problématiques, aussi l'invalidité et la limitation fonctionnelle ne ressort pas d'une invalidité dite assurance ou de CNSST. On a un département, dans le fond, là, qui a été créé. Donc, on a un gestionnaire qui est avocat, qui s'occupe des accommodements qui peuvent ressortir là, juste de la vie personnelle des gens qui sont temporaires des fois. Puis récemment, Air Canada a nommé une directrice. Donc, ils ont créé une direction
pour ça. Alors, évidemment, ça, c'est des outils, puis je pense que c'est des pas dans la bonne direction. Et eux, évidemment, s'occupent aussi, comme Madame Lévesque le précisait tantôt, là, vraiment de l'intégration en emploi, là, donc d'aller ça s'appelle diversité, donc on essaie donc à l'emploi comme tel là, de voir quels sont les accommodements. Et cette direction-là est dédiée à ça, mais peut aussi venir nous aider, nous épauler si jamais on a une problématique et qu'on voit que l'accommodement serait possible, mais qu'il y a un effort supplémentaire à faire, bien, on va chercher ces avis-là à l'interne. Est-ce qu'il y a cette direction à une sorte de banque d'accommodement, c'est-à-dire des exemples d'accommodement qui pourraient être des études de cas en quelque sorte au sein d'Air Canada, là, bien sûr, mais et ça serait utile ou ça peut être utile? Ce n'est pas ma direction, c'est ça, ce n'est pas ma direction, donc je ne voudrais pas parler en leur nom. Par contre, non. Je sais qu'effectivement, il y a des communications constantes qui sont faites avec les gestionnaires pour aller identifier les besoins, pour voir un peu, pour essayer d'arrimer finalement ces besoins-là avec peut-être des candidats potentiels qui seraient 100% capables de répondre aux besoins et de contribuer à l'organisation. Parfait. Tu as commencé à nous parler, Julien, des différents acteurs qui sont concernés par ces situations. Mm-hmm. Est-ce que tu vois des acteurs qui sont vraiment des incontournables? Puis, ça serait quoi leur… Est-ce qu'il y a des rôles et responsabilités aussi chez certains de ces acteurs à prendre? Le premier, les acteurs, c'est les représentants, c'est évidemment avant tout, c'est les travailleurs, les travailleuses. Après ça, c'est vraiment les syndicats parce que c'est avec eux qu'on va regarder à travers la convention collective qu'est-ce qui peut être fait parce qu'on ne peut pas tout faire et d'essayer d'être créatif puis de contourner. Les acteurs, après, ce serait vraiment les gestionnaires. Donc, aller travailler sur l'ouverture des gestionnaires à pouvoir accueillir des gens qui ne sont pas à 100%, mais qui vont contribuer à 100%. Et c'est ça, le grand défi des fois, c'est de regarder une organisation qui fonctionne et qui a ce besoin-là et d'aller leur demander, OK, bien, moi, je te transférais, je dois reclassifier un travailleur, une travailleuse. Suite à des discussions, on a tous l'impression que cette personne-là pourrait contribuer dans ton équipe et c'est d'aller donc aller vendre cette candidature-là finalement là, au sein de ce service-là. D'accord. Est-ce que c'est un travail qui est difficile auprès des gestionnaires? Est-ce que ce bout-là, c'est un bout vraiment plus compliqué ou pas particulièrement? On est un reflet de la société. Je vous dirais que ça dépend des individus. Ouais. Par contre, les grandes lignes de l'entreprise et les valeurs de l'entreprise tendent à faciliter le processus. Par contre, des fois, effectivement, il y a un petit travail à faire là, pour aller convaincre. Par contre, j'ai jamais eu de blocage systématique à ce niveau-là. C'est plus du questionnement puis de revoir un peu l'organisation du travail des fois pour dire, ben, OK, oui, ça pourrait fonctionner. Mais ça fait partie du travail. C'est pas la partie la plus difficile, c'est pas la partie la plus facile, en toute honnêteté. D'accord, parfait. Je vais revenir là-dessus avec Gilbert aussi, la question des gestionnaires de proximité. Tu disais, j'en ai échappé deux, c'est une façon de parler. Donc, vous voyez entre tout ce que vous avez mis en œuvre, tout ce que tu viens de nous expliquer, puis les résultats concrets en matière de maintien en emploi, est-ce que… tu peux nous dire, tu parlais d'une centaine de personnes, là, c'est des gens qui sont restés dans leur poste ou qui… est-ce que tu as ces éléments-là à nous partager ou, J'en ai même changé de province des fois. Alors non, c'est pas la plupart, évidemment, on essaie d'accommoder le processus, c'est vraiment d'essayer d'accommoder dans le service, dans le département. Après ça, de regarder peut-être, nous, on fait ça comme ça, là, mais c'est propre à chacun, mais on essaie de regarder dans la même accréditation syndicale. Et après ça, sinon, on reclassifie ailleurs parce que dans le fond, les gens vont perdre leur ancienneté syndicale lorsqu'on les change de syndicat. Chez Air Canada, on a plusieurs syndicats. Donc, on essaie de conserver la même qualité de vie. Donc, on tente ça. Par contre, il y a des gens qui vont dire, ben moi, j'ai demandé un transfert en Alberta. Je n'ai pas encore l'ancienneté pour y aller, mais là, on regarde s'il y a une opportunité à ce moment-là de regarder à l'aéroport qu'on aurait là-bas et dire, bon, ben OK, on le fait. Et là, on va devenir des agents finalement des agents d'intégration pour nos employés et les changer de province. En autant évidemment qu'ils soient d'accord. C'est jamais quelque chose qu'on va imposer à personne.
D'accord, parfait. Et là, tu peux avoir des participants, tu t'en doutes, Julien, qui n'ont pas 42 000 employés à leur Tout à emploi, fait. qui sont des petites organisations, Oui. le tissu économique du Québec. Donc, si tu avais un conseil, si tu veux leur donner, ou deux, trois conseils importants en lien avec le retour au travail, qu'est-ce que Ouais. tu aurais le goût de leur dire? Ça fait 9 ans que je fais ça chez Air Canada, mais je n'ai pas commencé à travailler il y a 9 ans. Donc, j'ai travaillé pour des plus petits aussi. J'ai travaillé dans le communautaire et je vous dirais que euh, la reconnaissance des travailleurs là, chez qui on a tout mis en place de bonne foi et qu'on a accommodé, cette reconnaissance-là se transforme en mobilisation, en loyauté et finalement dans une implication qu'on ne soupçonnerait pas dans l'organisation. Donc, le conseil, c'est même si ça peut paraître au départ comme étant plus de travail, faisons-le parce que tout le monde gagne au change à la fin. D'accord, effectivement, on voit le lien aussi avec le maintien d'emploi, mobilisation et Oui, maintien d'emploi. Merci, merci Julien. merci. Donc, je vais passer à mon troisième invité, donc Gilbert de Funbrun. Donc, bonjour Gilbert à nouveau. Bonjour Pascal, bonjour tout le monde. Donc, je vais te présenter aussi très rapidement. Donc, tu es ergothérapeute clinicien depuis 15 ans dans le domaine de la réadaptation en déficience physique et tu officies présentement au programme de réadaptation au centre de réadaptation travail du centre Lucie Bruno. Donc, auparavant, tu étais intervenu également auprès de clientèles spécifiques en maladies neuromusculaires et neurodégénératives. Donc, ton travail d'ergothérapeute t'amène à orienter tes moyens d'action autant sur la personne, mais également sur son environnement et ses activités. Puis, c'est ce dont on va parler davantage aujourd'hui, évidemment dans le domaine professionnel. Donc, avec toi, on va continuer, Gilbert, de parler de réintégration et de retour au travail, mais sous un angle complémentaire à celui de Julien, qui est à nouveau celui d'une personne ressource comme Stéphanie à l'extérieur des entreprises au départ. Donc, mais peut-être peux-tu présenter le centre de réadaptation? Ce n'est pas forcément une organisation que les gens connaissent. Tout à fait. Moi, je suis au centre de réadaptation Lucie Bruno. Ça fait partie du CIUS, du centre-sud de l'île de Montréal. Donc, on fait partie du réseau public là, de la santé. Le programme de réadaptation au travail se veut là, dans la réadaptation axée sur l'intégration sociale. Donc, nous, on est en troisième ligne. Le cas typique, c'est une personne, par exemple, qui a eu un AVC, qui a eu une première phase d'hospitalisation. Ensuite, elle a eu une phase de réadaptation fonctionnelle intensive en hôpital de réadaptation. Et ensuite, elle nous est référée ici au Centre Lucie Bruno pour poursuivre la réadaptation, mais dans une optique d'intégration sociale, dont fait partie évidemment la reprise du travail. Alors, on travaille en équipe interdisciplinaire. Alors, il y a l'ergothérapeute, mais il y a aussi la conseillère en orientation, kinésiologue, il y a une éducatrice spécialisée, mais il peut y avoir aussi d'autres professionnels de la santé qui sont encore impliqués, notamment des orthophonistes, des physiothérapeutes. Alors, la personne continue sa réadaptation et on voit à ce qu'elle puisse réintégrer là, le travail, dans le fond, l'accompagner dans son projet d'intégration au travail ou de réintégration là, si elle vise l'emploi prélésionnel. D'accord, parfait. Donc, tu vois des gens qui ont eu des AVC, d'autres types de cas aussi, Gilbert? Oui, c'est multiclientèle. Les AVC, c'est ce qui est le plus prévalent. Disons que c'est notre plus gros référent, c'est notre propre programme là, pour les personnes atteintes d'un AVC. Mais il y a aussi les personnes qui ont subi un traumatisme crânien, une personne qui a eu une amputation, une blessure orthopédique grave, des maladies neurodégénératives, des troubles musculo-squelettiques, de la douleur chronique. Donc, il y a de tout. Des fois, c'est vraiment étonnant. Ce n'est pas selon la sévérité des incapacités là, qu'on peut faire le lien, mais la personne ne pourra pas retourner à son travail. C'est là le rôle de l'ergothérapeute, c'est d'évaluer les capacités de travail, mais en considérant le contexte de travail, les tâches de travail, l'environnement de travail, pour savoir si effectivement la personne est en situation de handicap. Et si effectivement elle l'est, bien, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que la personne peut faire? Qu'est-ce que l'employeur peut faire pour que,
comme Julien l'a si bien décrit, là, comment on peut réintégrer cette personne-là? Est-ce que c'est dans les tâches d'avant? Est-ce qu'il y a des modifications, des accommodements qui sont possibles? Ou est-ce qu'on vise plutôt un autre poste de travail qui serait plus adéquat compte tenu de la nouvelle réalité là, de la personne? D'accord. Si on se remet du point de vue de l'employeur, Gilbert, pour compléter ce qu'ont dit Stéphanie et Julien, c'est quoi, de ton point de vue, les grands enjeux qu'un employeur rencontre quand il a un de ses salariés qui est devenu handicapé, mais qui c'est une très bonne question. Puis, en réfléchissant à ça, c'est que là, je me mets à la place de l'employeur, mais souvent le superviseur, la superviseur immédiat là, de la personne, c'est est-ce que notre clientèle se pose la même question? Est-ce que je vais être capable de faire mes tâches de travail? Hein? Souvent, c'est ça le questionnement. Est-ce que, compte tenu de ma nouvelle réalité, est-ce que je vais pouvoir réintégrer mes tâches de travail? Alors, l'employeur a ce même questionnement-là. Et donc, les enjeux sont multiples, hein, à savoir si la personne a besoin d'une accessibilité particulière, bien, est-ce que les lieux de travail sont accessibles, hein? Pas juste pour rentrer dans la bâtisse, accéder à l'aire de travail, mais aussi, comme disait Stéphanie tantôt, est-ce que les toilettes sont adaptées si la personne a besoin d'une adaptation? Est-ce que l'aire là, pour le lunch, est-ce que c'est adapté? Tout ça doit être considéré, mais le travail premier de l'ergothérapeute, c'est de déterminer s'il y a un écart entre les exigences de l'emploi et les capacités de la personne. Alors, on essaie de voir, est-ce que c'est réaliste, hein, compte tenu de la nouvelle réalité, d'intégrer, de retourner, par exemple, dans un retour au travail progressif, compte tenu de l'écart existant. Hein? Et est-ce qu'on peut modifier l'environnement? Est-ce qu'on peut modifier l'horaire? Est-ce qu'on peut voir à tous les paramètres pour que la personne puisse réintégrer et, dans le travail, tranquillement se rapprocher des standards établis, dans le fond? Parce que le questionnement, il est là. Est-ce que la personne va être assez productive pour rencontrer, dans le fond, les exigences? Puis ça, c'est propre à chacun. Puis, notre clientèle, ben, elle arrive avec son bagage, pas juste son bagage, là, son historique médical. Tantôt, vous parliez avec Stéphanie là, de la comorbidité. On doit considérer, hein, la personne de façon holistique, tous les paramètres là, qui feraient qu'il y aurait peut-être des difficultés dans un retour au travail, mais aussi, on doit considérer l'environnement, hein, pas juste physique, mais social. Hein, la personne, est-ce qu'elle performait? Est-ce qu'elle surperformait avant? Hein? Alors, si aujourd'hui, elle est à 80 de ses capacités, mais peut-être que le 80 rencontre amplement les exigences de l'emploi. Alors, on doit déterminer tout ça pour faire en sorte que la personne connaisse du succès et qu'elle ait les meilleures chances de réintégrer son emploi. Je me rappelle, tu me parlais à un moment donné de marge de manœuvre. Tout à fait. Est-ce que c'est ce dont tu viens de parler, la question de la possibilité de la flexibilité des horaires, c'est de ça la marge de manœuvre? La marge de manœuvre, c'est vraiment un concept là, qui est bien étudié dans la recherche sur la réadaptation au travail, notamment à l'Université de Sherbrooke. Là, ils font vraiment beaucoup de recherches là-dessus et ils établissent qu'est-ce qui fait que les gens connaissent du succès dans le retour au travail. Et le concept de marge de manœuvre, bien, ça implique tout ce sur quoi on a du contrôle pour justement faire son travail. Alors, un exemple là, où on pourrait dire que la marge de manœuvre est inexistante ou quasi inexistante, hein? Un employé qui travaille sur une chaîne de montage, qui doit aller à un rythme qui est dicté, hein, par la chaîne de montage, bien, il y a de fortes chances que cette personne-là ait moins de marge de manœuvre, par exemple, qu'un employé de bureau à qui on demande de faire plusieurs tâches au cours d'une journée, mais qui a un certain contrôle sur sa gestion du temps, sur comment elle peut gérer ses pauses, alors que l'employé sur une chaîne de montage, bien, lui, sa pause, elle est à telle heure, puis il ne peut pas arrêter parce que c'est incompatible avec le processus. Alors, la marge de manœuvre, effectivement, c'est synonyme de flexibilité
plus il y a de la flexibilité dans l'emploi, dans la capacité du travailleur, de la travailleuse à faire ses tâches, mais meilleures sont les chances de succès. Ça, c'est dès le départ aussi dans la définition du poste. C'est de voir avec les conditions de l'employeur, travail. c'est beaucoup notre rôle, c'est de voir quelles sont les possibilités. Comme Julien disait tantôt, c'est de voir qu'est-ce qui peut être fait. Puis effectivement, il y a des situations où on est dans un cul-de-sac puis c'est incompatible, mais à ce moment-là, il y a sûrement d'autres fonctions, d'autres tâches, d'autres postes de travail qui seraient possibles pour cette personne-là d'intégrer parce que on mise sur les capacités de la personne. Il n'y a pas juste les incapacités, mais il y a le portrait de toutes les capacités. Cette personne-là peut contribuer. Puis, si elle est impliquée en réadaptation au travail, c'est qu'elle y croit. Puis, souvent, initialement, le pronostic est défavorable, mais la personne est tellement engagée, puis tellement résiliente à retourner travailler que contre toute attente, au fil des semaines, des fois c'est des mois. Par exemple, pour le cas d'un AVC, la moyenne que ça prend pour un travailleur de retourner en emploi, c'est 24 mois. Alors, ça se fait, c'est du cas par cas, mais souvent, ça prend du temps, mais la personne, elle finit par trouver là, son chemin. Alors, même si elle ne retourne pas à l'emploi prévisionnel, il y a quelque chose d'autre. Puis nous, on accompagne la personne, même si par la suite, elle va plus se diriger soit vers du bénévolat ou faire du mentorat, mais adapté à ses capacités pour pouvoir continuer de contribuer là, dans la société. Oui, bien sûr. Peut-être nous dire, toi qui as le recul de plusieurs situations donc de retour au travail, qu'est-ce qui fait que ça réussit ou ça échoue à contrario? C'est quoi pourquoi ça échoue, pourquoi ça réussit? Vraiment, la réussite, c'est la collaboration. La collaboration avec l'employeur, c'est ça là, souvent qui fait que ça fonctionne. Puis souvent, tantôt je disais, le travailleur, la travailleuse arrive avec son bagage, mais elle arrive aussi avec son bagage chez l'employeur. Tu sais, comment étaient les relations de travail? Quel est le climat de travail? Puis, est-ce que aussi, est-ce qu'on veut réintégrer la personne? Puis ça, tantôt, Julien faisait mention d'être de bonne foi. Bien, il y a tout ça à considérer. On ne peut pas sortir là, la personne de son environnement. Là, elle fait partie d'un tout. Il y a tout à considérer. Alors, quand on s'occupe de chaque facteur clé qui pourrait faire en sorte là, que ça réussisse, c'est ça le plus important, c'est de ne pas oublier certains facteurs. Et si on fait une bonne analyse de la situation, le rôle de l'ergothérapeute, d'abord et avant tout, c'est de pouvoir bien analyser les capacités de travail. Donc, ce qu'on veut, c'est avoir accès idéalement au milieu de travail pour voir la personne dans son environnement, de voir les autres travailleurs, comment ils s'y prennent. C'est quoi la réalité du travail? Parce que sur papier, effectivement, Julien parlait, là, ça c'est très aidant quand on a déjà une analyse de fait, mais sur papier, puis dans la réalité, souvent, il peut y avoir des petits décalages, il peut y avoir des différences. Et en étant présent sur le milieu de travail, bien, ça nous aide justement à identifier quels facteurs pourraient être problématiques et de travailler en amont plutôt que d'éteindre des feux par la suite. Puis, effectivement, il y a des facteurs de sécurité selon l'emploi qu'il faut considérer et déterminer c'est quand le bon timing d'intégrer la personne dans un retour au travail progressif. Puis d'avoir l'approbation du médecin traitant. On propose, nous, des plans de retour au travail progressif, mais au préalable, on va valider avec l'employeur qu'est-ce qui est possible. Il y a les conventions collectives, il y a beaucoup de facteurs qu'on doit considérer, mais si on a un plan auquel tout le monde adhère, là, on a un bon départ pour connaître du succès. Alors, c'est vraiment un travail de collaboration, puis c'est ça qui fait que la personne, elle est à l'aise, parce qu'il ne faut pas oublier, la personne, chaque cas est différent, mais il y en a, c'est... on parlait de la vie, des fois, c'est un gros impact là, pour l'ensemble de leurs habitudes de vie. Il y a beaucoup de stress associé, il peut y avoir des facteurs psychosociaux importants, et la personne, souvent, si elle ne retourne pas travailler,
est en situation financière là, très précaire. Alors, si on a une belle collaboration puis que la personne est accompagnée puis qu'elle se sent soutenue, bien, ça diminue le stress. Les attentes de tous et chacun sont considérées. Puis là, on peut travailler pour voir à ce que la personne puisse s'améliorer. Mais faire tout ça en milieu clinique, c'est difficile parce que la personne n'est pas dans son milieu. Alors, l'approche écologique, hein, intégrer la personne dans son milieu, avoir accès, puis des fois, bon, selon la possibilité chez l'employeur, on vise à ce que la personne puisse faire un stage de travail. Alors, elle n'est pas rémunérée en soi pour ses services, mais si l'assureur est en accord, si l'employeur est en accord, puis tout ça se fait là, dans les règles de l'art, bien là, on peut se servir de vraies tâches de travail pour que la personne puisse améliorer ses capacités. Oui, en situation réelle. Que l'écart là, soit rétréci, puis là, décider, bien là, on peut aller de l'avant avec un retour retour au travail en bonne et due forme selon des paramètres. Là, des fois, bon, on peut échelonner le retour au travail progressif sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, mais encore, ça dépend de ce qui est possible, soit avec la convention collective, le syndicat, qu'est-ce que l'employeur a comme flexibilité. Alors, il y a beaucoup de facteurs à considérer. Bien sûr, je comprends. Tu nous as parlé des différentes ressources à l'équipe multidisciplinaire, peut-être pour terminer rapidement là-dessus. Est-ce que vous travaillez avec des organismes comme celui de Stéphanie aussi, Gilbert? Oui, hein, c'est beaucoup régional, hein, comme nous, ici à Montréal, on va des faire… collaborations locales, régionales. Avec les services spécialisés de main-d'œuvre à Montréal, à Laval. Donc, nous… souvent, on va référer au CEMO ou la personne nous arrive du CEMO. Oui, OK. Hein? Si la personne a déjà un lien avec le CEMO, puis avec l'agent d'intégration, avec, ça peut être la conseillère en orientation là-bas, ils ont besoin de précision sur le projet là, de retour au travail ou d'intégration au travail. Parce que souvent, ils vont nous référer la personne pour une évaluation de capacité de travail, pour justement préciser le projet et savoir est-ce que, par exemple, le projet là, d'aller comme travailleur de la construction, admettons, est-ce que c'est réaliste? Alors, nous, on va pouvoir aider la personne à répondre à cette question-là. On va pouvoir la mettre en situation, on va pouvoir la soumettre à des exigences. Mais ça, on va faire ça en milieu clinique. Si la personne a déjà un lien d'emploi, habituellement, elle ne nous est pas référée par un service de main-d'œuvre, un service spécialisé de main-d'œuvre. D'accord. Puis après, nous, on pourrait la référer, cette personne-là, au service spécialisé de main-d'œuvre pour voir à soit des subventions, soit à un accompagnement dans le milieu pour que justement la personne ait le plus de chances de se maintenir en emploi. Parfait, merci. C'est important aussi que les gens comprennent comment les ressources travaillent ensemble en réseau. Ça fait partie aussi, tu parlais de la collaboration il y a 2 minutes là. Merci Gilbert pour ces éclairages. On va déjà passer à la période de questions. Ça passe toujours très vite ces webinaires. Alors je vais regarder tout d'abord pour la période de questions. Simplement vous dire, comme ce n'est pas une période très longue, on va prendre des questions qui sont quand même relativement directes en lien avec le thème du webinaire. Donc, et puis, s'il y a des gens qui veulent intervenir oralement par nécessité, je vous demanderai de poser la question directement, mais pas de prendre trop de temps pour vous présenter parce que notre période est limitée. Alors, une première question, donc, combien de temps dure l'accompagnement offert aux travailleurs une fois qu'ils ont intégré l'emploi? Un suivi régulier est-il fait sur une certaine période de temps? J'ai le goût de te poser cette question, Stéphanie, si tu permets. Oui, bien sûr. En fait, l'intégration, habituellement, nous, on s'assure de faire au moins un mois et demi. Il peut arriver des fois des gens qui ont des limitations plus importantes ou qu'il faut répéter certaines actions avec eux, qu'on va se rendre peut-être des fois jusqu'à 2 mois. Donc, ça, c'est plus l'intégration qui connaissent toutes ces choses de base pour bien intégrer l'emploi.
Et ensuite, on tombe en période de maintien si besoin est. Et là, maintien, on parle de vraiment difficulté d'adaptation où on va avoir besoin de plus de temps pour pouvoir travailler avec le client. Des fois, c'est justement la mise en action des partenaires autour quand il y a des enjeux là, au niveau psychosociaux ou des fois des difficultés au niveau de l'aide financière. Des fois, il y a des choses à éclaircir aussi. Bon, en tout cas, parce que là, on tombe dans un mandat de plus de maintien. Donc, le maintien peut aller je vous dirais en maintien, là, maximum à 1 an habituellement. Là, c'est des fois le temps que d'autres services se mettent en place, mais en intégration, c'est de 1 à 2 mois, là, pour être plus clair. Ouais. D'accord, parfait. C'est quand même un suivi assez long. Y a-t-il des programmes gouvernementaux pour coaching gratuit? Ah oui, ça c'est une situation particulière. C'est pour des femmes entrepreneurs en situation de handicap. Je ne sais pas si... moi, je sais par exemple que Sphère fait... c'est un autre organisme dont on pourrait vous parler là... fait du soutien aux entrepreneurs en situation de handicap. Mais chez vous, Stéphanie, est-ce que vous en faites du soutien aux entrepreneurs en situation de handicap? Oui, on peut, on se rallie. Ça, c'est moi mon rôle. Ça va être plus le conseiller qui va faire ça, mais oui, on peut donner le service, oui. Aussi, donc, dans certains SSMOPH, là. D'accord. C'est bon à savoir. Je pourrais rajouter souvent. Oui, vas-y, Gilbert. Souvent, la personne là, qui était employée auparavant, le constat, c'est que ça ne sera pas possible pour elle, admettons, de poursuivre là, dans son domaine, mais dans le contexte d'emploi. Mais elle pourrait viser, par exemple, de travailler, de rester dans le domaine, mais comme travailleuse autonome, comme travailleur autonome. Et c'est là, justement, que nous, on peut référer au CEMO qui va justement voir quelles seraient les possibilités avec Sphère ou d'autres programmes là, de subvention pour que, justement, cette personne-là, malgré le handicap, là, puisse avoir du succès, puis être soutenue là, dans son projet là, Je comprends. Avec un autre statut que celui de salarié, en fait. Hein. C'est ça. Je vais juste regarder. Pour des dépenses occasionnelles dans le cadre des aménagements de postes, ça c'est une question aussi très technique liée au programme. Stéphanie, est-ce qu'il y a un plafond? En fait, je ne pourrais pas vous dire si c'est quoi le montant là, au plafond, mais par contre, oui, on peut aller chercher de l'aide financière pour faire les accommodements de poste. À ce moment-là, moi, j'arrive avec une certaine évaluation des observations que j'ai du milieu, qui est plus de type fonctionnel là, de ce que je vois, je perçois, puis je ramène ça à la conseillère. Puis là, toujours en partenariat, encore une fois, avec si un ergothérapeute, justement, on va s'allier, lui et moi, puis on fait un bout là-dessus. Puis on ramène ça après ça à la conseillère qui fait une demande bien en règle là-dessus avec les montants là, qu'on aurait besoin. D'accord. Oui. Julien, de ton côté, par rapport aux aménagements, on parle du coût, là, d'une certaine manière. Est-ce que c'est à tes collègues des aménagements que j'aurais dû poser la question ou tu es capable de nous donner un cue là-dessus comme employeur? Je me sens habilité à répondre, il n'y a aucun problème. Bon, en fait, je sais qu'il n'y a pas de plafond chez Air Canada pour aménager un poste. Ce n'est pas un critère qu'on va regarder. C'est-à-dire, on va le prendre en considération, bien sûr, mais ça ne sera jamais un arrêt du processus. Alors, mais évidemment, on est une organisation qui a les moyens de ses ambitions. D'accord. Est-ce que tu as une idée du coût moyen que vous avez regardé ça ou pas particulièrement? Souvent, c'est des simples outils. On a, en fait, le coût comme tel, je ne peux pas dire, mais je sais que ce qui est mis en place la plupart du temps là, pour ce que ça coûte, c'est souvent des stations qui vont être assis debout, qui sont électroniques. On va mettre en place pour des personnes qui ont des problèmes là, qui sont non-voyants, on va mettre en place des programmes, on va acheter des programmes là, qui vont aider à ce qu'ils puissent travailler à l'ordinateur, etc. Pour les coûts, je ne connais pas, par contre. Mais je sais que donc, pour la question, est-ce qu'il y a un plafond chez Air Canada comme tel? Non, il n'y a pas de plafond pour ça. D'accord, merci Julien. Merci. Donc, pour l'intégration de nouvel employé accompagné par un conseiller, existe-t-il un document qui légitime la présence d'un conseiller en entreprise pour faire des suivis? Stéphanie, puis Gilbert aussi, comme vous êtes des ressources externes, bien sûr, diverses et complémentaires, est-ce qu'il y a des choses écrites qui
dans un lien contractuel, disent que vous pouvez officiellement intervenir dans le milieu de travail ou dans les En fait, nous, entreprises? c'est un outil maison là, qu'on appelle entente de service, qu'à partir du moment, la partie évaluation de candidature, où ce que là, le client est rencontré pour apprendre davantage à le connaître avec ses défis, puis parce qu'il y a plusieurs étapes, là. Il y a une entente de service qui est signée et il y a aussi, bien sûr, des autorisations d'échange de renseignements pour nous permettre de parler en toute confidentialité et en toute autorisation selon ce qui est, le client se sent à l'aise aussi de divulguer au niveau de ses limitations, ses défis. Là. D'accord, Oui. parfait. Et Gilbert, de votre côté, Oui, c'est quoi votre pratique là-dessus? D'accord. On a besoin du consentement là, de notre usager ou usagère là, pour pouvoir parler à l'employeur. De quoi on va parler. Puis bon, hein, c'est de bonne foi. Hein, l'employeur, on lui demande s'il nous donne accès au milieu de travail pour qu'on puisse faire l'évaluation. Par la suite, est-ce que notre présence va être requise? C'est du cas par cas. Ça dépend là, vraiment de la situation. Est-ce qu'il y a un besoin pour ça? Avoir des échanges à distance, là, ça peut aussi très bien fonctionner. Mais tout ça est fait avec l'approbation, l'accord de notre client pour que, comme Stéphanie disait, les règles de confidentialité là, qu'on respecte là, son désir là, de dévoiler ou non. Là. Il n'y a pas de document contractuel avec l'employeur, c'est plus la question. Dans les cas de limitation fonctionnelle, c'est sûr que ça, il faut que ça soit divulgué hein, pour qu'on puisse travailler là, ensemble pour voir est-ce que les tâches normalement réalisées, est-ce qu'elles respectent les limitations fonctionnelles? Quoique, il y a plein de zones grises là-dedans, hein, et c'est des barèmes, mais de là, l'importance de travailler en collaboration pour démêler tout ça. D'accord, parfait. Merci. Je me permettrais d'ajouter, peut-être en santé mentale, c'est là que ça devient, pour ma part, en tout cas, plus délicat sur l'aspect dévoilement, parce que il y a des fois des prédispositions dans certains milieux de travail où que les gens sont plus réticents, des craintes, ça leur fait peur. Donc là, je suis vraiment dans un mode davantage de sensibilisation. Là. Puis au lieu de nommer le diagnostic, des fois, on va passer par concrètement, c'est quoi le défi au quotidien, tu sais. D'accord. Comment ça se traduit sur le poste de travail plutôt que toute autre chose. D'accord, je comprends. Gilbert, justement, il y a des gens qui s'intéressent au fait que tu parlais de marge de manœuvre. Hein, tu parlais de la notion de marge de manœuvre. Et notamment, tu parlais de quelque chose d'un peu compliqué sur une chaîne de montage. Est-ce qu'il y a quand même des aménagements possibles? Puis peut-être, Stéphanie, tu pourrais aussi compléter. Oui, mais tout à fait. On peut Gilbert voir... et Stéphanie, tous les deux, là, sur cette question-là, on est dans un milieu manufacturier avec des chaînes de montage. Il y a des choses possibles? Hein, ça va avec quelles difficultés la personne rencontre à faire ses tâches de façon régulière. Qu'est-ce qui peut être aménagé pour justement qu'elle soit capable de faire l'activité, de faire la tâche. Alors, par exemple, quelqu'un qui a des limitations là, à rester debout longtemps, hein, par sa nouvelle réalité, c'est difficile pour elle, bien, est-ce qu'il y a possibilité pour elle de faire peut-être pas toute la tâche, mais en partie la tâche assis debout, un tabouret? Est-ce qu'elle pourrait bénéficier de pauses plus fréquentes dans le contexte là, des tâches qu'elle a à réaliser? Est-ce qu'il y aurait des aménagements, là, des équipements là, aussi peu coûteux là, que des tapis qui font en sorte que tolérer la position debout, là, comme on peut voir là, dans les banques, dans les épiceries, hein, souvent les entreprises vont acheter là, ce genre de tapis-là pour que la personne soit plus confortable. Donc, c'est de regarder vraiment chaque aspect de l'environnement qui pourrait justement être facilitant compte tenu là, des incapacités, des difficultés de la personne. D'accord. Souvent, quand on parle de marge de manœuvre, on parle de tout ce qui fait que la personne là, doit réaliser une tâche. Oui, je comprends. C'est très vaste. Ça peut être quelqu'un là, qui a une atteinte neurologique, qui est plus sensible à la lumière, au bruit. Bien,
si l'environnement est très bruyant, très lumineux, ça pourrait ne pas fonctionner, mais s'il y a possibilité qu'elle soit dans un autre local, bien, là, ça pourrait fonctionner. Alors, il y a tout ça à considérer. Hein, l'environnement physique, mais aussi l'environnement social, voir est-ce qu'il y a des modalités, des changements à faire pour qu'elle puisse accomplir sa tâche. D'accord. Merci, Gilbert. Je suis obligée de t'interrompre parce que je vois le temps qui passe. J'ai vu qu'il y a encore quelques questions. Bien sûr, j'en prendrai connaissance avec attention et puis je tâcherai de faire envoyer les réponses aux personnes à qui on n'a pas pu répondre aujourd'hui. On est quand même limité. Tout d'abord, je tenais bien sûr à vous remercier à nouveau tous les trois, hein, mes trois invités, pour avoir partagé une partie de vos expériences, ainsi que les participantes et participants à ce webinaire, et les deux interprètes aussi qui nous ont accompagnés. Quand vous allez quitter le webinaire tout de suite, vous pourrez remplir une fiche d'évaluation. Alors, je vous invite vivement à le faire. C'est important pour nous, pour s'améliorer de webinaire en webinaire. On a enregistré ce webinaire pour pouvoir le rediffuser ultérieurement. Donc, vous allez recevoir dans les jours qui viennent un courriel de suivi avec la vidéo intégrale du webinaire ainsi qu'un document vous référant, vous orientant vers des ressources complémentaires sur le sujet. Et puis, je voulais simplement aussi compléter en vous disant que c'est le premier webinaire d'une nouvelle série qu'on donne en 22-23. Le prochain aura lieu à la fin septembre, début octobre. Et si vous voulez nous suivre d'ici là, vous pouvez nous suivre via les réseaux sociaux du CCPH. On a aussi une infolette depuis quelques temps. Et puis, la première saison de webinaire qu'on a faite l'année dernière est aussi disponible sur notre chaîne YouTube et elle touche à des sujets RH complémentaires à celui qu'on a traité aujourd'hui. Alors, pour terminer, je vous souhaite une très bonne fin de journée et comme on est le 9 juin, aussi un très bel été et au plaisir. Merci. Au revoir. Merci.